Salut mes chers chefs, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes manager, chef d'équipe, chef d'entreprise, chef de votre vie, ou que vous avez envie de l'être prochainement. Être chef, ce n'est pas juste manager une équipe, c'est plutôt une manière d'être, une manière de vivre, une manière d'avoir de l'impact sur le monde, à commencer par son propre monde. Être chef, c'est aussi avoir conscience de son rôle et de ses responsabilités, c'est avoir envie de s'occuper des gens, d'une équipe, c'est aussi être garant et garante de l'harmonie des relations au travail et d'accompagner nos collaborateurs et nos collaboratrices dans leur évolution. Ici, dans ce podcast, on explore ensemble le rôle de chef, toutes ses facettes, ses difficultés, l'état d'esprit aussi qu'il faut avoir pour l'être, les pratiques de management et l'impact que ce rôle a plus largement sur nous. Je m'appelle Sophie Plumer, je suis chef d'entreprise, productrice de podcasts RH et RSE et coach en management. Mais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en 2021, j'étais consultante en management, puis responsable RH dans une entité d'environ 1000 personnes et je menais des opérations RH en manageant une équipe de 15 collaborateurs. C'est avec ces différentes casquettes que j'ai appris que la pièce maîtresse de toute organisation, c'est le manager. S'il est bon, c'est génial. S'il n'est pas bon, ça fait de gros dégâts. Donc en 2020, je me suis engagée dans l'aventure du podcast pour donner la parole à des chefs inspirants et inspirantes et pour vous partager mes bonnes pratiques afin de vous accompagner au mieux dans votre rôle. 3 ans plus tard, Chef, c'est un podcast de plus de 60 épisodes. C'est aussi un studio de production de podcasts pour entreprises. Ce sont des accompagnements individuels et collectifs sur des sujets de management et ce sont des formats qui fédèrent des chefs de tous les horizons à travers des groupes d'entraide, des dîners et des escapades entre chefs. Bref, ici, on parle, vous l'aurez compris, de management, de leadership, d'impact positif, de futur du travail, de santé mentale et physique et de développement personnel. J'espère sincèrement que chaque épisode vous fera grandir dans votre rôle et vous donnera des clés pour être plus aligné et avoir un impact positif sur votre environnement professionnel. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à laisser un commentaire sympa. Bonne écoute! Bonjour Henri, bienvenue sur Chef. Bonjour Sophie, merci. Henri, tu es le directeur des affaires publiques sur les enjeux économie circulaire et pollution plastique à la Fondation Tara Océan. Tout à fait. Je t'ai invité sur Chef pour que tu nous parles d'environnement et du lien avec le vivant. Donc un vaste programme, mais avant de parler de ça, j'aimerais que tu nous expliques tes différentes casquettes et ton métier de directeur des affaires publiques, ou peut-être tes métiers. Alors oui, mon métier au quotidien, mon métier principal, c'est d'accompagner les responsables économiques et politiques vers la mutation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on informe, on transmet les éléments de connaissance qui sont acquis par les scientifiques auprès des décideurs, auprès des chefs d'entreprise, pour reprendre le nom du podcast. Et on essaye de les engager dans une mutation, on les accompagne vers les choix les plus justes en tout cas. On essaye de les challenger sur un certain nombre d'enjeux qui peuvent paraître contradictoires, on y reviendra, mais qui ne le sont pas forcément. Et puis on fait ce même travail avec les décideurs politiques, et on accompagne notamment le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et on travaille également à l'échelle internationale, puisque je représente la Fondation Tara dans le cadre des négociations internationales sur un futur traité sur les pollutions plastiques. Est-ce que tu peux nous éclairer également sur l'engagement de la Fondation Tara ? Oui, c'est un engagement qui fête aujourd'hui ses 20 ans. C'est un engagement qui porte sur la connaissance de la mer et des océans, du vivant. On reviendra sur ce mot-là tout à l'heure, du vivant de la mer et des océans, et qui regarde un peu tout ce qui l'affecte, le changement climatique, les grandes pollutions, mais également ce qui le compose, c'est-à-dire tous ces micro-organismes essentiellement qui sont dans les mers et les océans et qui en font les grands équilibres et les grands fonctionnements. Et c'était ce travail-là de recherche, de publication scientifique très important, qui est construit avec les plus grands laboratoires mondiaux de recherche scientifique. Il se traduit derrière par comment est-ce qu'on va changer nos modes de vie quotidiens et nos grands fonctionnements de société pour permettre d'avoir des mers et des océans qui sont toujours fonctionnels, qui sont toujours capables de vivre une vie normale et équilibrée. Et évidemment, quand on parle de mers et des océans, c'est l'exutoire de la vie sur Terre, hein, c'est le départ de la vie, mais également l'exutoire. Et donc ça amène à travailler sur tous les grands enjeux environnementaux. Ok. La raison pour laquelle je t'ai invité sur Chef, c'est que tu fais vraiment le lien entre finalement les deux sujets que je cherche à creuser, à la fois le rôle des chefs, des décideurs, notamment des chefs d'entreprise, mais c'est intéressant aussi d'avoir ta casquette politique publique.
et ce rôle de ces chefs et leur impact sur la préservation de notre environnement et tous les enjeux environnementaux, sociaux qui découlent de la transformation et des transitions qu'on est en train de vivre et des défis surtout qui s'annoncent devant nous. Donc le thème de cette 3e saison de Chef, c'est l'impact positif. Et donc je m'interroge sur la manière dont ces dirigeants, celles et ceux qui ont le pouvoir de décision dans les entreprises, peuvent avoir un impact positif sur le monde. Henri, pour toi, ça veut dire quoi avoir un impact positif sur le monde ? Alors c'est une excellente question et je suis très très heureux que tu me la poses. On va dire déjà commencer par se rappeler que positif, c'est un état d'esprit. Et on a besoin de cette positivité aujourd'hui dans un monde qui est compliqué. On le voit au quotidien. Dans le monde qui génère une certaine angoisse, on parle d'éco-anxiété face aux enjeux, aux différents enjeux environnementaux très complexes. On a besoin de garder une positivité forte parce que c'est elle qui nous permet d'agir. Évidemment, le système se nourrit aujourd'hui d'une forme de dépression et on a besoin d'être engagé et d'être pleinement capable d'être acteur et non pas de sombrer dans cette tristesse et dans ce renoncement-là. Ça, c'est la première chose, je pense, très importante. La deuxième chose, c'est être positif. Je vais un peu reprendre le vocable des médecins. Un médecin, son rôle, c'est comme désolé pour le latin, mais primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Et je dirais que être positif en matière d'environnement, c'est déjà être pleinement conscient de son impact sur l'environnement et être pleinement conscient de comment est-ce qu'on peut le réduire. C'est avant tout ça, et il y a une culture à acquérir qui est aujourd'hui manquante, qui est cette culture de ne pas nuire. Je vais prendre un exemple tout bête. Je venais à pied pour te rejoindre et je passais à côté d'une petite épicerie bio qui donc est sûrement portée par des gens avec plein de valeurs, avec une envie de bien faire pour l'environnement, beaucoup de vrac à l'intérieur. J'ai jeté un petit coup d'œil et en fait la façade était décorée de fleurs artificielles en plastique. Et voilà, et je pense que c'est assez révélateur de cette absence de vision de d'abord ne pas nuire. On le rappellera sûrement après. Je travaille beaucoup sur les enjeux d'économie circulaire et cette pensée d'économie circulaire, elle s'est assez lourdement enrichie ces derniers temps de cette vision de d'abord ne pas nuire parce que effectivement on peut avoir envie de faire plein de choses et parfois ne pas faire ces choses, c'est plus positif que de les faire. Voilà. Il faut bien avoir ça en tête. Lors de l'échange qu'on a eu pour préparer cette interview, Henri, tu m'as dit « Sophie, je veux bien te parler de la pollution plastique des océans, mais on va tourner en rond. J'aimerais plutôt te parler du vivant. » À ce moment-là, j'ai pas tergiversé, quoi. Je me suis dit « Ouais, t'as raison. » J'ai vraiment eu des frissons. En quoi c'est important de parler du vivant, et notamment aux chefs d'entreprise avec lesquels tu travailles et qui, j'espère, vont nous écouter dans ce podcast? C'est important pour ne pas se tromper de cible quand on s'engage. Je vais déjà faire la réponse tout de suite là-dessus et je pense que c'est pour un chef d'entreprise ce qu'on va dire est capital pour ça avant tout. Aujourd'hui, j'entends beaucoup d'approches qui sont biaisées par une non-compréhension de ce que c'est le vivant et une non-compréhension de ce qu'est l'enjeu. Je vais m'expliquer évidemment. J'ai entendu assez souvent des gens me dire, tu sais Henri, entre les enjeux de réchauffement climatique, les enjeux de réduction de consommation d'eau, les enjeux de biodiversité, etc., je passe tous les items, je ne sais pas comment arbitrer. Et ma réponse, si je la voulais un peu brutale, c'est si tu ne sais pas comment arbitrer, c'est que malheureusement tu n'as pas encore compris quel est l'enjeu. En fait, je vais le dire un peu de façon caricaturale, il n'y a pas d'enjeu de réchauffement climatique. Il n'y a pas d'enjeu d'eau. Ces enjeux-là, ils n'existent pas si on n'a pas compris qu'il y a un enjeu de vivant. C'est-à-dire que sur une planète morte, le fait qu'elle se réchauffe, c'est pas important. Sur une planète morte, le fait qu'il y ait de l'eau ou qu'il n'y ait pas de l'eau, c'est pas important. La seule chose qui nous importe sur Terre, c'est ce qui vit sur Terre. Et donc ce vivant, qui est un nouveau mot, qui est apparu il y a pas très très longtemps, mais qui recouvre une ancienne réalité qu'on va développer un petit peu, si tu veux bien, Sophie, qui est cette réalité de biodiversité. Comme ce mot n'était pas très bien compris et qu'il manquait quelques angles à cette notion de biodiversité, on l'a enrichi, on l'a englobé dans cette notion de vivant. Mais on va d'abord commencer par parler de ce que c'est que la biodiversité, parce que c'est fondamental de le comprendre pour pouvoir s'engager correctement en tant que chef d'entreprise.
La biodiversité, c'est avant tout la liste des espèces, le grand catalogue des espèces qui sont présentes sur Terre. Alors, pour vous donner une idée, il y a entre 8 et 20 millions d'espèces sur Terre. Le chiffre, il est intéressant à double titre. Le premier titre, c'est cette immense diversité, quoi. 8 et 20 millions, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Il est intéressant également parce qu'il démontre la pauvreté de connaissances qu'on a du vivant. C'est-à-dire que si on n'est même pas capable de dire combien il y a d'espèces, avec une fourchette aussi gigantesque que de 8 à 20, ça montre la méconnaissance qu'on a complète de ce réseau du vivant. Mais en fait, la définition de la biodiversité, elle s'arrête pas à ce grand catalogue, parce que, en fait, ces espèces-là, elles sont comme nous, c'est-à-dire qu'elles ont des différences génétiques d'un individu à l'autre. Et en fait, cette différence génétique, elle s'est construite dans le temps et dans l'espace, comme nous, espèces humaines. Et donc, le vivant d'aujourd'hui n'est pas le vivant d'hier, n'est pas le vivant de demain. Et notre vie sur Terre, elle s'inscrit dans cette évolution temporelle et spatiale. Mais elle s'inscrit également dans les relations entre les espèces. Aujourd'hui, quand on parle de biodiversité, on parle de ces relations entre les espèces. Nous, individus, êtres humains, espèces, êtres humains, grands singes, puisque nous sommes des grands singes, nous dépendons, mais dans notre immédiat quotidien, de plein d'espèces. On a chaque individu a entre 2 et 5 kilos de sa masse corporelle, qui sont ce qu'on appelle le microbiote, donc des petits virus, des petites bactéries, des petits micro-organismes, qui sont des espèces vivantes, qui ne sont pas intrinsèquement nous-mêmes, mais sans lesquelles nous ne pouvons pas vivre. Donc nous sommes déjà en nous-mêmes une espèce d'écosystème. Et ce microbiote, il a la même histoire que toutes les autres espèces, c'est-à-dire qu'il s'est inscrit dans l'espace et dans le temps. Il affecte notre santé, notre psychisme. Aujourd'hui, on est capable de dire que ces espèces-là affectent notre psychisme. Donc on voit déjà que cette notion de biodiversité, elle commence à se compliquer un petit peu. Donc la liste des espèces qui s'inscrit dans le temps, qui s'inscrit dans l'espace, qui s'inscrit dans l'interrelation, et qui évidemment s'inscrit dans l'interrelation avec ce qu'on appelle le biotope, donc les milieux dans lesquels on vit. Et le biotope, c'est le climat, c'est les sols, c'est les ressources minérales, etc., etc. Et donc tout ça, ça fait ce qu'on appelle la biodiversité. On voit bien cette notion, elle est extrêmement, extrêmement compliquée. Et puis, en fait, on l'a enrichi un peu, on l'a englobé dans ce mot vivant pour désigner qu'en fait, il y a tout un pan qu'on ne couvrait pas quand on parlait de biodiversité, qui est le pan culturel. Nous, espèces humaines, avons tendance à croire que nous sommes les seuls à avoir une culture, mais c'est évidemment faux. Chaque individu sur Terre inscrit sa vie dans un parcours. Alors, culture, le mot paraîtra trop fort à certains, peu importe, mais en tout cas, ramenons-le à une expérience de vie, et cette expérience de vie, elle va marquer ses gènes, elle va conditionner son évolution sur Terre, ce qu'on appelle l'épigénétique aujourd'hui, c'est quelque chose, une nouvelle notion. Et donc, en fait, tout ça, ça fait une richesse, quelque chose qui est extrêmement mouvant. Et c'est ça qui est très compliqué quand on parle de vivant, c'est que c'est pas quelque chose qui est fixe, catalogable, défini. On n'est déjà pas capable de cataloguer le nombre d'espèces. Et il faut bien avoir en tête que nous, espèces humaines, dépendons complètement de l'écosystème qui nous a amenés là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire que si on existe en tant qu'espèce, c'est parce que, en fait, autour de nous, on avait tout un cortège d'espèces qui ont existé en même temps que nous, qui ont évolué en même temps que nous, et donc notre survie sur Terre en tant qu'espèce dépend du maintien des conditions qui nous sont favorables en tant qu'espèce. Et donc, quand on parle de réchauffement climatique, on parle d'un changement majeur qui est en train d'affecter les écosystèmes, donc l'ensemble du vivant et des milieux dont nous dépendons. Quand on parle de réduction de l'eau, c'est la même chose. Donc ça affecte évidemment notre quotidien d'humain. Évidemment, la montée des eaux, ça va affecter les villes côtières, ça va affecter tout ça. La réduction de l'eau, ça va également poser des problèmes, le réchauffement climatique. Mais ça ne fait pas que ça. Ça conditionne également notre survie sur Terre. Et si on ne ramène pas tout au vivant, en fait, on se trompe. Et justement, on dit, il faut que j'arbitre entre des enjeux. Or, il ne faut pas arbitrer entre les enjeux. Il faut tous les résoudre en même temps, sinon on va vers une crise majeure ou on va déplacer une crise vers une autre. Si j'essaye de résumer tout ce que tu viens de nous dire, dans ma compréhension, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un état du monde qui menace la biodiversité et notre survie. C'est ça, c'est un très bon résumé qui fait un peu peur, j'en suis bien conscient, mais c'est la réalité scientifique qu'aujourd'hui aucun scientifique ne conteste. Donc
Et ça, on l'entend, enfin, j'ai rien inventé, mais on l'entend partout, sur les plateaux télé, dans les journaux, etc. Quand on dit la biodiversité et notre survie est en péril et menacée, en fait, au quotidien, là, on est au cœur de Paris. On n'a pas du tout cette impression-là. On n'a pas du tout l'impression d'être dans un état d'urgence qui est à la hauteur des termes qu'on emploie. Comme tu disais, on a toujours de l'eau quand on ouvre le robinet, etc. C'est quoi le niveau d'urgence, en fait? Pourquoi, quand je me mets à la place d'un chef d'entreprise qui doit justement prendre des décisions entre alors parfois je trouverais ça super déjà de rencontrer des chefs d'entreprise qui me disent je dois arbitrer plutôt pour la biodiversité ou le réchauffement climatique ou tout ça déjà c'est des gens très éclairés, mais moi je rencontre plutôt des chefs d'entreprise qui me disent mais moi je dois arbitrer entre payer les salaires, payer mes fournisseurs et puis donner satisfaction à mes clients et éventuellement minimiser mon impact sur le réchauffement climatique. Et là, je me dis, ouais, c'est sûr que ces priorités, je peux les comprendre à l'instant T, mais ça veut dire que, pour le coup, ils n'ont pas du tout compris l'urgence dans laquelle on est. Est-ce qu'on est dans une réelle urgence ? Oui, on est dans une urgence absolue, mais en même temps, je comprends tout à fait cette distance qu'il y a face à cette urgence. Nos quotidiens de citadins, pour l'essentiel d'entre nous, est très très éloigné de la nature. Et je te donnais en préparation de cette émission un exemple qui est le paysan de l'Atlas ou du Népal, dont la rivière ne coule plus, qui ne peut plus boire, qui ne peut plus alimenter son bétail, n'a évidemment pas la même perception de l'enjeu climatique et de ce qu'on est en train de faire sur l'environnement que le Parisien ou le Lyonnais que je suis qui ouvre son robinet pour avoir de l'eau et de l'eau qui coule toujours. C'est évidemment une différence. Le citoyen lambda n'a pas forcément une vision très clair de l'état de pollution de nos ressources en eau parce que en amont de notre robinet, il y a des usines extrêmement compliquées, extrêmement coûteuses, extrêmement impactantes aussi environnementalement pour délivrer une eau potable. Et donc tout ça effectivement crée une distance, une dissonance qui est majeure et au quotidien, on est tous confrontés à ces injonctions paradoxales entre une prise de conscience globale et un besoin de fonctionner dans un système qui ne nous met pas les enjeux environnementaux au cœur. Ça, c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Il n'y a pas de jugement de valeur, évidemment, de ma part là-dessus. Mon travail, c'est d'essayer de rapprocher les deux et de créer avant tout, et je pense que c'est important de souligner là-dessus, de souligner cela, il y a de créer avant tout un cadre de fonctionnement sociétal dans lequel, justement, on puisse avoir pleinement conscience de ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un cadre législatif, un cadre réglementaire, un cadre de valeurs dans lequel on puisse se souvenir, avoir au quotidien en tête ces enjeux environnementaux, non pas forcément comme, et je pense que c'est aussi important de le souligner, pas forcément comme une épée de Damoclès, et une épée de Damoclès, mais de recréer ce lien fondamental avec le vivant, s'en souvenir, ce qui peut être quelque chose de très très positif. Je me faisais la remarque en te rejoignant tout à l'heure, il y a des placards publicitaires gigantesques sur les bâtiments en reconstruction. Et je me disais, c'est assez amusant quand même de voir ces grandes marques qui affichent l'une un crocodile, l'autre un tigre, l'autre une plante. En fait, nos références au vivant, elles sont partout. Mais on a complètement perdu de vue le fait que ce crocodile, il est en train de disparaître de la Terre, ce tigre, il se porte pas très très bien, la plante à laquelle on fait référence, elle a peut-être même déjà disparu. Et en fait, tout même notre inconscient, notre culture est imprégnée de ce vivant-là. Mais au quotidien, on l'a un peu perdu de vue, on l'a un peu mis à distance. Et donc, il y a un enjeu de nous ramener vers ça. Ça, c'est quelque chose de fondamental pour pouvoir agir. Ouais, en discutant avec toi, j'ai compris qu'on peut dire il y a un peu deux catégories de personnes. Il y a des gens qui agissent et se battent pour maintenir la vie sur Terre dans la durée et dans des meilleures conditions possibles, parce que c'est sûr que maintenir une vie où on n'a pas d'eau ou autre, c'est compliqué, c'est pas forcément souhaitable. Et il y en a d'autres pour qui c'est pas un sujet en fait, qui s'en fichent un peu, soit qui n'ont pas pris conscience de ça, soit qui se disent moi j'ai ma vie, après s'il y a... Oui, il y a un écart qui est
parfois important entre des gens qui ont une prise de conscience aiguë et d'autres qui peinent à prendre conscience de cela pour plein de raisons, et il n'y a pas de jugement de valeur, encore une fois. Chacun a son parcours culturel, ses valeurs, ses arbitrages. Je ramène vraiment les choix de société de façon prioritaire et majeure au choix de société, c'est-à-dire à l'organisation de la société, pas au choix des individus. Je crois qu'on a fait, je suis absolument certain qu'on a fait une immense erreur pendant les dernières décennies de focaliser l'attention sur la responsabilité individuelle, et on a généré cette nouvelle génération pétrie d'éco-anxiété, et pas que cette nouvelle génération. J'entends beaucoup de chefs d'entreprise me dire ce que tu me dis également, Sophie, à savoir être dans une forme de malaise ou de difficulté à arbitrer entre tout ça et avoir cet inconfort au quotidien. C'est une question de choix globaux, c'est-à-dire c'est comment est-ce que nous on va s'organiser dans nos démocraties avec nos systèmes pour aller vers ça. Voilà, c'est ça qui compte aujourd'hui, c'est pas que les gestes individuels et quotidiens. Mais du coup, ça fait potentiellement encore plus peur, non, de se dire qu'on mise sur le collectif. Et quand on voit que déjà sur certaines choses un peu basiques, parfois à l'Assemblée nationale, ils ont du mal à se mettre d'accord. Est-ce que toi, c'est quoi ta vision de notre capacité, alors en politique, mais de manière générale dans l'économie et la vie de la cité, en fait, peu importe le rôle et la casquette qu'on peut avoir. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, collectivement, d'inventer un nouveau modèle, des nouveaux modèles ? Alors, d'une part, on n'a pas le choix, ça c'est évident. c'est la première réponse un peu brutale que je ferais, mais non. Non, c'est assez amusant parce que finalement, dans notre monde d'hyper-individualité, finalement, ça nous fait prendre conscience qu'on est un animal social. Et que finalement, les grands enjeux, les grands problèmes, on va les résoudre de façon sociale, comme on a toujours su les faire et comme on a toujours dû le faire et comme nos sociétés ont toujours évolué. Après, quand je dis que c'est un choix de société, que c'est un choix politique, j'ai pas dit que c'était un choix politicien, c'est un choix politique au sens plein du terme, c'est-à-dire que chacun des acteurs de la société, quand il s'implique dans la société, est un acteur politique. Le chef d'entreprise qui invente un nouveau modèle, qui est moins impactant ou pas impactant sur l'environnement, il fait de la politique d'une certaine façon. Le chef d'entreprise, et j'en rencontre de plus en plus, qui me dit j'ai besoin d'avoir un cadre légal contraignant pour pouvoir être mieux disant d'un point de vue environnemental, il fait de la politique quand il va voir ses élus locaux, quand il va voir son parlementaire pour porter ce message-là, parce qu'il fait quelque chose qui est révolutionnaire par rapport à ce qu'on entendait il y a 10 ans. Quand j'ai un élu, qui soit territorial ou national, qui porte des valeurs, il fait évidemment de la politique au sens noble du terme. Donc tout ça, évidemment, tout ça c'est de la politique. Donc oui, je pense qu'on va y arriver parce que, je le disais de façon un peu provocatrice, on n'a pas le choix, mais oui, on n'a vraiment pas le choix, et puis parce que c'est quelque chose qui est extrêmement enthousiasmant, c'est-à-dire qu'il faut bien garder en tête qu'on peut voir les choses de façon un peu contrainte, de façon un peu bouleversante, parce qu'on est dans ce changement et que c'est toujours un peu perturbant d'avoir des changements aussi radicaux que celui vers lequel on va, mais on peut aussi le voir de façon extrêmement enthousiasmante. On est en train d'inventer quelque chose, on doit inventer quelque chose de complètement nouveau. Alors justement, tu parles de transformation, d'inventer des choses nouvelles. On entend de plus en plus des mots comme décroissance, sobriété, ralentissement. Pour beaucoup de gens, ce sont des mots qui ne donnent pas envie, qui font peur, ou alors au mieux qui paraissent complètement idéalistes et utopiques. Toi, qu'est-ce que tu penses de ces mots-là, de cette direction ? Alors je vais décorréler deux réalités derrière ces mots-là, si tu le veux bien, Sophie. Il y a la décroissance de la consommation des ressources et de la consommation de l'énergie. Donc c'est quelque chose de très pragmatique, quotidien. Elle est en cours, on va pas se mentir. C'est déjà le cas. Le pétrole est devenu plus rare, les ressources minières sont de plus en plus rares. En gros, si on continue avec le modèle qu'on a actuellement, il faudrait, si je me souviens bien, si je ne dis pas de bêtises sur les chiffres, mais extraire 70 fois le gisement de fer qu'on a extrait dans les 2 siècles précédents pour les 20 années à venir. C'est complètement ridicule, impossible. Et puis on va rappeler, puisque tout le monde aujourd'hui se gargarise d'économie circulaire, on va se rappeler que c'est quand même une pensée complexe, l'économie circulaire, et que son inventeur, Kenneth Boulding, disait croire en une croissance illimitée dans un monde aux ressources limitées est soit l'œuvre de fous, soit celle d'économistes.
c'était assez amusant, il était économiste lui-même. Et donc, c'est le fondateur de la pensée de l'économie circulaire. Donc, on est dans la décroissance, et évidemment, cette décroissance de la consommation des ressources et de la consommation d'énergie, c'est un non-sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on l'organise, est-ce qu'on y va de façon consciente et structurée, ou est-ce qu'on laisse faire et on prend le mur en pleine face une fois que les ressources seront plus disponibles. Et puis il y a l'autre notion de décroissance qui est une notion philosophique, sociétale, qui est plus large, et c'est celle-là qui pose un peu problème. Enfin, ce qui pose problème, c'est qu'on mélange les deux, mais qui a toujours existé en fait. C'est l'opposition entre les stoïciens et d'autres. Entre, on va dire, les renonçants catholiques du Moyen-Âge, notamment les cathares, et puis l'Église majoritaire. C'est cette vision duale de la société, qu'on peut être dans une forme de sobriété, de bonheur qui se nourrit de pas grand-chose, ou au contraire qui se nourrit réellement de l'essentiel, de liens avec la nature, des liens sociaux, etc. Et puis ce bonheur qui, lui, se nourrirait de la richesse et de la consommation. Donc ça, c'est évidemment un autre sujet. On va pas l'aborder là. C'est un sujet qui est plus philosophique, plus politique, qui est passionnant, évidemment. Mais je suis pas sûr d'être très très légitime pour en parler, même si moi, il me passionne à titre personnel. Ok. Est-ce que t'imagines, alors avec la Fondation Tara et avec toutes les personnes que tu rencontres, des modèles, justement, des systèmes de société qui seraient enviables aujourd'hui pour tu vois, pour qu'on se rende compte, par exemple, de quel pourrait être un fonctionnement différent de celui qu'on a aujourd'hui, de surconsommation, de croissance aussi. Et on se dit, ah bah oui, tiens, à ce modèle-là, bah ouais, je pourrais adhérer. Alors, ça serait extrêmement présomptueux de ma part de prétendre ça. C'est quelque chose qui doit s'inventer avec l'ensemble des forces de pensée, des forces vives de la société. C'est quelque chose qui est à inventer, qui n'existe pas aujourd'hui très très clairement. Par contre, il y a quelque chose d'enviable qui existe déjà et qui est déjà à notre portée. Et c'est important de l'avoir en visée. C'est justement le vivant. Pour revenir à ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu ce lien à l'environnement, on a perdu ce lien à la nature, et du coup, nos combats, ils sont un peu artificiels. C'est-à-dire que, et là, je reprends un peu les mots du philosophe Baptiste Morisot, qui dit, l'essentiel de nos luttes aujourd'hui, il est motivé par une réaction d'indignation. C'est une espèce de fond, évidemment. On a tous ça. On s'indigne du réchauffement climatique et de ce qu'il va provoquer. On s'indigne de la perte des espèces. Et ça nous incite à agir. Et c'est très important que ça continue à agir. Il y avait un grand penseur qui parlait de cette force de l'indignation, un grand résistant. Et donc, c'est quelque chose qui est capital d'avoir ça. Mais en même temps, si on n'a que ça, on est un peu un oiseau qui n'aurait qu'une aile. Et il nous faut le reste. Et en fait, le reste, c'est pourquoi ? C'est quoi la finalité finalement ? Et la finalité, c'est le vivant, c'est ce lien. Alors aujourd'hui, dans un monde qui est très très déconnecté de la nature, c'est quelque chose qui va paraître, je pense, pour beaucoup de tes auditeurs, comme une espèce d'élucubration d'écologistes barbus. Mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui largement étayé par la science. On se porte mieux quand on va dans la nature. C'est un fait établi. La plupart des psychiatres vous diront que les gens en grande souffrance ont besoin d'aller dans la nature pour aller mieux, et que les gens qui ne sont pas en grande souffrance ne se rendent pas compte qu'ils iraient bien mieux en allant dans la nature. Il y a eu des études passionnantes, notamment au Japon, sur la réaction d'un individu face à un écran sur lequel on projette des images de milieux hyper urbanisés, hyper denses. Ça crée immédiatement une montée du stress, une montée de la tension artérielle. On lui projette une image de nature aménagée, un grand parc urbain, tout de suite on baisse d'un cran. On lui projette une image de nature sauvage, on baisse encore d'un grand cran. On l'emmène dans un parc, ça baisse encore d'un grand cran. On l'emmène dans la nature sauvage, il n'y a plus du tout de stress. Et donc ça, c'est déjà une première chose. Mais beaucoup plus étonnant encore, les Japonais ont fait le même travail sur le microbiote. Et le microbiote réagit aux images. C'est-à-dire que notre microbiote, nos organismes qui font notre qualité de peau, notre qualité digestive, en fait, ils ont une réaction face à ce qu'on voit. C'est un truc complètement fou qu'on n'est absolument pas capable d'interpréter, d'expliquer aujourd'hui, mais c'est une réalité. Et donc, ce besoin de nature,
il existe, qu'on le veuille ou non. Et cette recréation du lien avec la nature, ce fait de se réimmerger régulièrement, ça donne à voir ce pourquoi on se bat, et c'est absolument fondamental. C'est un truc qui est très compliqué dans le monde qui n'a pas de temps, on court en permanence. Mais c'est, on va dire, le premier conseil que je dirais à un chef d'entreprise qui se sent un peu épuisé de son combat quotidien, c'est donnez-vous du temps. Reprenez le temps d'aller à la nature, ça redonne un peu le pourquoi je le fais. Et le pourquoi je le fais, il est essentiel, parce que sinon c'est évidemment épuisant au quotidien et pas très très motivant. Quand je t'écoute, je comprends mieux mon mouvement personnel, que parfois je peux juger un peu fou, mais moi j'ai vraiment fait le choix de quitter Paris pour rejoindre ma Bretagne pas natale mais familiale, et être vraiment au plus près de la nature, notamment au plus près de l'océan. Et je vois à quel point j'ai gagné en sérénité, en baisse de stress, et à quel point quand je reviens dans zone urbaine, que ça soit Paris ou toute autre grande ville, j'ai tout de suite une montée de stress et j'ai une capacité de moins de 48 heures avant de devoir retourner en pleine nature. Et ouais, ce que tu viens de mentionner, moi je le vis à titre personnel vraiment de plein fouet. C'est assez frappant. Tu t'adressais au chef d'entreprise en disant allez dans la nature, prenez ce temps-là pour aussi revenir à l'essentiel et avoir des idées peut-être plus claires sur les actions que vous devez mener. Je discutais il y a pas très longtemps avec un chef d'entreprise d'une 20aine de personnes qui lui est très engagé et convaincu de tout ce qu'on se dit, voilà, mais qui parfois perd un peu le sens de son action et son courage, quand il me dit mais moi je suis rien, je suis une goutte d'eau dans l'économie, dans le système, etc. Et j'attendrais que les gros investisseurs, les puissants, les grands groupes s'engagent davantage et que ça soit à eux de faire vraiment bouger les lignes. Toi, qu'est-ce que tu vois ? Tu travailles avec aussi des grosses entreprises. Est-ce que tu les vois, eux, s'engager, elles s'engager ? Qu'est-ce que tu as envie de dire à ce chef d'entreprise qui parfois perd un peu courage dans son action quotidienne ? Alors je dirais que sur le fond, il a raison. C'est-à-dire qu'effectivement, ceux qui ont l'essentiel des manettes, ce sont les gros, ce sont les décideurs politiques, et dire le contraire serait complètement mensonger. Je pense qu'il faut avoir un discours clair. Il y a un moment, il ne faut pas tourner autour du pot et revendiquer les petits gestes comme pouvant changer la face du monde. Néanmoins, ce qu'il fait est essentiel. Il est essentiel parce qu'il donne à voir un monde différent, il donne à voir des possibles, et donc ça c'est fondamental. C'est-à-dire que dans mon quotidien, je ne peux pas aller voir des chefs de grands groupes, je ne peux pas aller voir des décideurs politiques si je n'ai pas des gens qui ont déjà mis la main à la pâte pour montrer qu'il y avait des choses qui étaient faisables, des choses qui étaient possibles. Aujourd'hui, pour prendre une problématique un peu toute petite par rapport à l'ampleur des enjeux qu'on évoque, mais la réduction des emballages par exemple dans nos quotidiens, je ne peux pas aller discuter avec des grands groupes industriels ou avec des élus sur l'extension du vrac si je n'avais pas des gens, des pionniers qui avaient déjà fait ce travail pour montrer qu'on pouvait vendre l'essentiel des produits en vrac. C'est évident, on ne modifie pas des outils industriels gigantesques comme on peut le faire avec des petites entreprises, et donc ces pionniers-là, ils sont essentiels. Et puis il faut pas perdre espoir, parce que dans les grandes entreprises, même s'il existe cette dichotomie profonde entre une volonté naissante d'agir pour l'environnement et une réalité quotidienne de produire de la ressource financière, ça on va pas se mentir, mais en fait il y a quand même cette prise de conscience, elle est quand même là dans les équipes, elle est quand même là auprès des décideurs principaux. Il y a du mal à l'orchestrer, on a beaucoup de difficultés encore à organiser et à se projeter dans un modèle où on voudrait tout, c'est-à-dire on voudrait à la fois continuer à être aussi efficace économiquement, aussi performant en termes de royalties, et en même temps résoudre tous les enjeux environnementaux. C'est évidemment pas tout possible, il va évidemment falloir arbitrer, on espère arbitrer dans le bon sens, mais néanmoins tout ça c'est en germe, tout ça c'est même en projet pour certaines entreprises. On voit des chefs d'entreprise, moi je vois des chefs de grands groupes qui au quotidien vraiment mettent la main à la pâte, se cassent la tête, changent de point de vue. J'en entends aujourd'hui que, comme je le disais tout à l'heure, aller voir des élus en leur disant j'ai besoin de contraintes parce que moi je n'y arrive pas tout seul, et si mes concurrents ne font pas la même chose que moi, en fait la mutation n'est pas possible. Donc je vois toute cette transformation. Aujourd'hui, il faut avoir cet espoir-là, et il faut être bien conscient que c'est en cours. Voilà.
T'as quelques exemples Non, je suis malheureusement contraint par une par obligation une obligation de silence sur les noms des entreprises avec lesquelles on travaille. Ok. Henri, si moi j'ai envie d'agir, je suis un chef, une chef qui a envie d'agir avec mon entreprise, mais je sais pas par où commencer. C'est quoi ma première action? Comment je peux m'y prendre pour savoir aussi quel impact, comment maximiser mon impact en fait sur les enjeux dont on parle? Ben la première chose, je dirais, c'est de regarder là où mon action est la plus impactante. J'ai beaucoup entendu des discours portés parfois par des cabinets conseils qui cherchent à caresser le client dans le sens du poil. Je vais être un peu méchant, mais c'est parfois un peu le cas. Dire vous faites ce que vous pouvez faire. Non, c'est pas ça. L'enjeu, c'est il faut faire là où on est impactant. Et donc le premier travail, c'est un travail d'audit. C'est de voir. Je pourrais prendre un exemple d'ailleurs, parce que je le trouve celui-là, je peux le citer. Je le trouve vraiment passionnant. Une agence de voyage d'aventure qui s'appelle Secret Planet, qui est une petite agence lyonnaise que j'ai accompagnée, qui a commencé à faire ce travail-là, qui s'est dit où est-ce que je suis majoritairement impactant. Alors évidemment, je suis pas très impactant sur l'eau, je suis pas très impactant sur la biodiversité, même si je fais du voyage de découverte de la faune et de la flore parfois. Là, je peux réduire, mais c'est pas là qu'est mon gros impact. Mon gros impact, c'est que je fais voyager les gens. Donc, comme je fais voyager les gens, j'émets beaucoup de carbone, évidemment, c'est beaucoup d'avions, quoi. Et donc, je vais travailler là-dessus. Et donc il y a toute une démarche. Alors, c'est une démarche qui évidemment qui a pris du temps, qui est compliquée et qui arrive à un engagement ferme de décroissance carbone. Je parle pas de compensation, je parle de décroissance carbone, c'est-à-dire d'inscription de l'activité de l'entreprise dans la logique des accords de Paris avec un objectif de moins 30%. C'est évidemment quelque chose qui demande de réinventer complètement le modèle économique, le modèle commercial de l'entreprise, et ils y arrivent. C'est aujourd'hui quelque chose qui est en cours, l'engagement a été pris et ils mettent ça en œuvre. Donc c'est quelque chose qui est possible. Mais évidemment, il faut avoir un bon constat au départ, ce sur quoi on est impactant, bien garder en tête ce pourquoi on le fait. Ça, je pense que je le redis, mais c'est vraiment important parce que sinon au quotidien on se dit c'est juste infaisable. Vous imaginez pour une agence de voyage se dire je vais moins faire voler les gens, c'est juste très 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 compliqué. Et pourtant c'est possible. Est-ce que ça veut dire par exemple qu'ils ont proposer des destinations plus près ou en train? Oui, alors il y a tout ça. On va activer plein de leviers pour faire ça. On va proposer des voyages plus longs, moins fréquents. On passe plus de temps. On va renoncer à certaines destinations sur des temps courts. On va se dire, si je vais, disons, en Himalaya, l'Himalaya pour une semaine ou 2 semaines, c'est ridicule. C'est une émission carbone qui est folle. Et donc ces voyages-là doivent être des temps précieux, doivent être un choix individuel à un moment donné. Et au lieu de faire 5 voyages ou 10 voyages dans sa vie, je vais en faire la moitié, un tiers, voire plus qu'un peut-être, pour les voyages les plus impactants. Et puis les destinations qui sont envisageables en train, en bateau, je vais les desservir en train, en bateau. Oui, c'est ça. Ok. Henri, on arrive bientôt à la fin de notre échange. J'ai 2 dernières questions. Est-ce qu'il t'arrive de douter ? Oui, je suis un être humain comme tout le monde. Évidemment qu'il m'arrive de douter. Évidemment que l'ampleur de la tâche et l'enjeu c'est un changement civilisationnel devant lequel on est, qu'on veuille l'admettre ou pas. C'est quand même ça la réalité. Il est évidemment perturbant pour moi, individu, comme pour tout le monde. Mais en même temps, justement, comme j'ai les 2 pieds dans ces 2 réalités-là que j'évoquais, à la fois l'indignation et cette source d'enrichissement qu'est la nature, qui est vraiment capital pour moi, ça me rebooste. Et très très récemment, je passais un week-end dans la nature et je passais une nuit à écouter des chouettes qui chantaient et des hiboux qui chantaient. Et ce simple spectacle de la nature, ce simple spectacle sonore de la nature me redonne le pourquoi je me bats. Je me rebats pour que d'autres puissent continuer à entendre ce spectacle, pour que la société de demain puisse continuer à enrichir son monde, son univers culturel de ce spectacle-là, et ça c'est fondamental. Et ma dernière question, est-ce que tu peux, on a beaucoup parlé de nature, de vivant, tu viens encore d'en reparler, est-ce que tu peux nous décrire ton endroit préféré sur Terre ? J'en ai plusieurs, mais finalement je vais faire, puisque j'ai une 50aine d'années, je vais faire un petit retour en arrière. Je suis genevois de naissance, je suis né à Genève et j'ai vécu jusqu'à la fin de mes études.
Et les combes jurassiennes sont toutes proches. Les combes jurassiennes, c'est des lieux assez magiques qui, au printemps, on entend des spectacles sonores absolument fous de tous les oiseaux migrateurs qui arrivent. Et j'y ai passé beaucoup de temps avec mon meilleur ami d'enfance quand on était jeune ado et jeune adulte, à aller bivouaquer là-bas. Et c'est un lieu ressource. Mais n'y venez pas trop nombreux quand même. Et que chacun... moi, j'ai envie d'inviter chaque auditeur et auditrice à se reconnecter à leur lieu préféré sur Terre et à se battre pour le sauver, le sauvegarder. Oui, c'est essentiel, ce lien affectif. On parle beaucoup de science, mais on oublie d'évoquer que ce changement de société, il n'est pas que basé sur de la connaissance. Il y a, je disais, c'est un enjeu civilisationnel, et un enjeu civilisationnel, c'est aussi un enjeu de culture. On a besoin de recréer du lien qui soit, en gros, se base sur une meilleure éthique, une meilleure philosophie, une meilleure psychologie, et toutes ces sciences humaines et sociales, on a besoin de les impliquer dans notre changement civilisationnel aussi. Et effectivement, ce lien affectif, on oublie souvent de dire qu'on est une espèce qui est aussi chargée très lourdement d'affect. Et ben, il est essentiel pour pouvoir se battre et arriver à faire ce grand virage qui nous est nécessaire. Alors peut-être que tu as une mission, c'est d'amener tout le gouvernement dans les combes jurassiennes et leur partager cet amour du lieu pour qu'ils prennent aussi des mesures. Oui, j'adorerais. C'est assez rigolo que tu le dises comme ça, parce que c'est un de mes grands enjeux. Vraiment, c'est de ramener des décideurs en lien direct, de leur refaire vivre une expérience de nature. Je pense que nos sociétés nous ont vraiment tellement éloignés que ça, que pour certains individus et dont les décideurs, pas que malheureusement, mais dont les décideurs, l'expérience de nature est devenue quelque chose de, on va dire, presque de théorique. Et en tout cas, la biodiversité, le vivant, est devenu un concept et non pas du tout une expérience personnelle. Et ça, c'est une vraie difficulté au quotidien que je rencontre. Je donne toujours le même exemple d'une de mes réussites professionnelles dont j'étais extrêmement heureux et qui m'a beaucoup touché, qui était un grand projet d'aménagement de territoire qui devait détruire un petit marais en région Auvergne-Rhône-Alpes, et où on avait évidemment des visions très opposées dans un passé professionnel entre l'ONG que je représentais et l'aménageur, et où le préfet de région devait arbitrer ce choix-là. Est-ce que l'aménagement allait détruire ce marais ou contourner ce marais et préserver les espèces qui étaient dedans? Et j'ai réussi à emmener le préfet de région passer quelques temps sur ce marais-là. J'ai une bonne relation avec sa directrice de cabinet, et donc ça m'a permis de l'embarquer. Et je me souviens toujours, il est arrivé sur place en costume 3 pièces. On lui a fourni des bottes qu'on avait préparées pour lui, et il nous a dit je vous donne 15 minutes, après j'ai un rendez-vous. Ce qui était un challenge gigantesque. 1h30 après, il était toujours dans le marais. Il y avait plein de petites graines qui étaient dans son passé personnel de lien avec la nature, et finalement ces petites graines, elles ont germé, le temps de voir des espèces qui n'étaient pas des espèces extraordinaires. C'était pas des éléphants ni des lions, hein, c'était des petites libellules, des amphibiens, des choses comme ça, mais ça a touché quelque chose en lui. Et en rentrant le soir même, il signait l'arrêté préfectoral interdisant la destruction du marais, en s'appuyant sur la réglementation qui lui permettait évidemment de le faire. Et donc je trouve que cette expérience-là, j'aimerais la multiplier à l'infini, et j'aimerais que nos décideurs on puisse refaire vivre ces petites graines ou les planter pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'en avoir. Donc la clé, c'est vraiment la reconnexion au vivant. Oui. Merci beaucoup, Henri. Merci à toi, Sophie. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Chef. J'espère qu'il vous a été utile pour mieux vivre votre rôle de chef si épanouissant mais aussi si complexe. Merci pour votre soutien, et pensez à vous abonner à la chaîne du podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça vous permettra d'être informé à chaque fois qu'un nouvel épisode est diffusé. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter que j'envoie un vendredi par mois, et si vous avez des questions, je vous rappelle qu'il y a le répondeur de chef sur lequel vous pouvez laisser des messages vocaux, et j'y réponds soit directement par email, soit par l'intermédiaire d'un épisode de podcast quand votre thème concerne plus de monde que vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.